Bonjour à tous. Bon matin tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? OK. Bonjour Alexandra. Oui. On devrait avoir quelques personnes en ligne. Bon matin Manon. Donc, on va faire quelques vérifications. Bonjour Philippe. Simone, bonjour. Donc, ça semble bien fonctionner. Oui, absolument. Pour ce qui est des micros, caméras. On va peut-être avoir quelques autres personnes qui vont se joindre à nous dans les prochaines minutes, là. Mais on va pouvoir quand même débuter sous peu. Je ne sais pas toi, Marie-France, mais moi, je regarde les noms des personnes dans le chat. Ça me semble être des personnes qu'on a déjà vues, entre guillemets. Des noms qui me sont communs, là. Peut-être pas vu, mais lu. Oui, lu, effectivement, ouais. Effectivement. Donc, toujours le même. Bien, alors, on a nos habitués. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont assisté au premier webinaire la semaine dernière? Ben, notre premier webinaire de notre série Style de vie pour santé, Manon, d'accord? OK, Alexandra également. Super. Bien. Donc, on rappelle qu'on fait une série de 6 webinaires autour de la thématique du poids santé. Donc, le premier était la semaine dernière. On fait notre deuxième ce matin. Si jamais il y en a parmi vous qui avez manqué le premier webinaire, hein, on répète, nos webinaires seront enregistrés et puis sous peu, on n'a pas encore les dates, hein, Max? Non. Mais sous peu, vous allez pouvoir les visionner, ceux et celles qui ne les ont pas vus, ou les revisionner pour même ceux qui ont assisté déjà à tous les webinaires qui jusqu'à maintenant ont été offerts par la promotion de la santé à travers le Canada. Ouais. Ouais. C'est que là, présentement, l'équipe des communications à Ottawa, là, les communications des SBMFC, là, des services bien-être et moral, là, des Forces canadiennes, sont en train de si on veut, développer leur chaîne YouTube sur laquelle ils vont éventuellement, c'est ça, mettre tous les webinaires là, et autres vidéos Facebook qui auront été faits là, durant la période de confinement. Donc, c'est à venir au cours des prochaines semaines. Donc, on est rendu à 11 personnes dans notre liste de personnes présentes. Alors, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, bien, bon matin encore une fois. On peut se présenter rapidement. Donc, Maxime Brouillard, spécialiste promotion de la santé pour les PSP de la région Montréal. Et je suis accompagné de... Marie-France Brunel. Alors, moi aussi, je suis spécialiste promotion de la santé pour la région de Montréal-Saint-Jean. Donc, encore une fois, ce matin, bienvenue à tout le monde pour ce deuxième webinaire. Alors, le webinaire Style de vie, poids santé, c'est vraiment un webinaire pour vous donner confiance, pour vous donner de l'information sur la santé, le mieux-être, comment changer comment acquérir des saines habitudes de vie, je devrais dire, par rapport à la nutrition, l'activité physique. Donc, c'est ce que vous retrouverez là, dans cette série des webinaires. Donc, peut-être, je sais qu'il y en a d'autres qui vont se joindre, mais on va quand même commencer, Maxime, peut-être avec une première question. Ceux et celles qui sont habitués, vous pouvez répondre dès maintenant. Quel est votre lien justement avec la communauté des Forces armées canadiennes? Donc, vous avez ici le pôle, on vous demande de répondre. Si vous ne répondez pas immédiatement, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours répondre tout au long du webinaire.
Donc, pour les biens de notre présentation ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer nos caméras. On va vous revenir un petit peu plus tard. Vous serez toujours en mesure de nous entendre, mais on va enlever les caméras pour que la présentation soit un peu plus grande à votre écran. Donc, j'enlève ma caméra. Voilà. Comme toute présentation, nous sommes dans l'obligation de vous lire ces informations-là. Donc, la présentation que vous allez voir, c'est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. On vous dit que toute reproduction, retransmission des diapositives qui sont contenues dans la présentation, c'est strictement interdit de les reproduire, effectivement. Et certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et sont peut-être pas appropriés pour les enfants. Remarquez qu'on parle de nutrition, donc c'est quand même de l'information parfois qu'on veut partager avec nos enfants. Eh bien, on vous demande, c'est à votre discrétion parent là, de partager cette information-là avec vos enfants ou pas. Veuillez comprendre aussi que les histoires, les gens qui sont tout ce qui va être partagé avec nos participants dans le séminaire en ligne, là, que ce soit devant caméra ou même dans le chat, la discussion, ça ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Et à cet effet-là aussi, tous les renseignements d'identification, par exemple, quand vous répondez à un chat, ou quand vous posez des questions ou que vous partagez de l'information, ça va être effacé lorsque justement on va analyser les réponses lors des polls ou des chats. Ce séminaire en ligne est enregistré, va pouvoir être visionné, on l'a déjà mentionné. Donc, bien que les participants sont vraiment encouragés à participer, c'est ce qui rend nos chats, nos webinaires interactifs, là. Mais vous n'êtes pas obligés, mais on vous encourage. Donc, simplement suivre le webinaire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le chat ou les discussions. Il n'y a pas de fonction vidéo microphone non plus qui sont activées. Donc, à vous de savourer ce webinaire comme vous le désirez. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Maxime? Eh bon, parfait. Ouais. Alors, le duo de choc. Donc, ce matin, on va vous parler des fameux glucides et les protéines. Je pense que vous allez en prendre davantage sur ce webinaire-là. Et puis, attendez. Bon, OK. C'est surtout pour comprendre justement c'est quoi le rôle de ces deux nutriments-là dans la nutrition et c'est quoi leur rôle dans la gestion du poids, pour savoir où les trouver, savoir à quelle quantité en manger. Donc, on espère que c'est ce que vous allez retrouver dans ce webinaire-là. Donc, on a une petite question à vous poser, justement. Tu peux la partager si tu veux. Je sais pas, Max. Oui, partage-la, s'il te plaît. Donc, dans votre poll, on vous donne une deuxième question. Selon vous, lequel de ces nutriments est le plus important pour maintenir justement un poids santé? Ouais. OK, donc, il y en a qui ont répondu les protéines, il y en a qui ont dit, ben, c'est vraiment les deux qui sont tout aussi importants. Ben, c'est ce qu'on va voir tout au long de ce webinaire-là, à quel le niveau d'importance justement des glucides et des protéines. Puis ceux qui ont répondu que les deux sont tout aussi importants, ben c'est vraiment ça. Et souvent, justement, avec toutes les mythes qu'on entend, mythes et réalités qu'on entend par rapport à ces deux nutriments-là, les gens sont parfois mélangés. Mais vous avez raison de dire qu'ils sont tous les deux aussi importants. Donc, en parlant de mythes, on va commencer avec les glucides. Hein. Vous avez sûrement entendu ces mythes-là, que les glucides, ça fait engraisser,
écoute, si tu veux perdre du poids, let's go, faut que tu coupes là, les pains, le pâtes, les patates, les fameux 3P. On entend ça souvent pour les gens qui veulent perdre du poids. Bon, peut-être plus les gars, peut-être même les filles aussi sont plus attirées vers les bières faibles en glucides qui disent que c'est vraiment un meilleur choix santé parce que ça contient moins de glucides. Bon, ben, de la bière, oui, ça a des glucides, mais il ne faut pas se cacher, ça a aussi de l'alcool. Donc, c'est pas nécessairement un meilleur choix santé, là. Il y a des bons et des mauvais glucides. Okay? Donc, ça aussi, les gens sont souvent confus par rapport à ça. Donc, on va essayer justement de démystifier tout ça avec cette présentation. Mais c'est quand même des mythes populaires. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu d'autres mythes qui voudraient partager avec nous, là. Mais les glucides, là, souvent, ils ont mauvaise presse. On entend toutes sortes de choses par rapport à ça. Ils ont mauvaise presse, ouais. Surtout dans les temps où il y a la popularité de certains types de diètes, ont vraiment les fameuses diètes faibles en glucides, les low carbs diets, comme on dit, la fameuse appellation low carbs là, en anglais là, pour faible en glucides. Là. Si on regarde un peu sur Internet, c'est encore très répandu, très populaire aussi. Donc, on va essayer de remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Oui. Ouais. Donc, les glucides, c'est une source d'énergie, de carburant qui est indispensable pour le corps humain. D'ailleurs, votre cerveau dépend principalement là, du glucose pour fonctionner. On dit que faites juste imaginer là, ça dans votre tête, là, que votre cerveau a besoin du glucose qui viendrait à peu près de plus ou moins 8 tranches de pain. Donc, c'est comme consommer 8 tranches de pain, là, ce serait le glucose nécessaire pour le fonctionnement seulement du cerveau. Puis, c'est sûr que quand on limite notre approvisionnement de glucose, ben, c'est sûr que ça peut avoir des répercussions, entre autres, sur la mémoire, la capacité de se concentrer. C'est pas pour rien que le matin, beaucoup d'écoles vont offrir le petit déjeuner aux enfants, justement, parce que c'est prouvé que les enfants ont besoin, justement, pour se concentrer à l'école, de manger le matin. Les muscles aussi vont utiliser beaucoup de glucose pour l'énergie, surtout lors d'activités intenses. Donc, principalement, on dit que le glucose, c'est quand on dit que c'est la source d'énergie, le carburant, c'est comme une voiture, c'est le fuel. La digestion des glucides. Donc, les glucides alimentaires, quand on les absorbe, vont être dégradés. Souvent, on entend parler là, du glucose, du fructose, galactose. Ben, c'est ce qui est absorbé dans le sang, dans les intestins grêles. Donc, oui, on mange des glucides, mais immédiatement, lorsqu'elles atteignent notre système digestif, vont déjà commencer à se dégrader. Donc, l'absorption des glucides, ce sont des molécules qui sont assimilées. Puis, ce que le corps fait, c'est qu'il va immédiatement les utiliser pour de l'énergie ou il va les stocker sous diverses formes, soit dans vos muscles, dans votre foie, pour vous aider justement à régulariser la glycémie ou dans le tissu adipeux, surtout quand on en consomme davantage, là, pour justement avoir du carburant ou pour que ça soit utilisé là, soit à de l'exercice ou à un effort au travail ou donc pour une utilisation future. On les trouve où, ces fameux glucides-là? Ben, il faut savoir d'abord qu'ils sont divisés en 3 catégories. On parle des glucides simples. Quand vous entendez le terme lait-sucre, donc c'est un autre terme pour dire les glucides simples.
qui sont absorbés très rapidement dans le corps. Et puis, les plus répandus sont justement le glucose, le fructose, le lactose, le sucrose. Et on va les retrouver dans différents aliments, entre autres les fruits et les légumes. Donc, on vous dit de consommer, d'en consommer. Ils contiennent aussi des vitamines, des minéraux, etc., mais vont consommer des sucres simples, donc vont vous aider à avoir de l'énergie rapidement. Les produits laitiers aussi, entre autres dans le lait, le yogourt, le fromage, etc., vont contenir ces glucides simples-là. Même chose avec les aliments sucrés. On a juste à penser aux gâteaux, les pâtisseries, le chocolat, les bonbons, les confitures, les sirops comme le caramel ou le fameux sirop de table où j'ai déjà entendu le sirop de poteau que parfois ils essaient de nous passer ça pour du bon sirop d'érable. Mais dans ces sirops-là, vous avez justement des sucres simples. Et les sucres raffinés, bien entendu, comme le sucre blanc, le miel, la mélasse, le sirop d'érable, vont aussi avoir des sucres simples, des glucides simples. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les glucides complexes, aussi appelés les amidons. Donc, eux vont être absorbés plus lentement par le corps. Les amidons ne vont pas donner ce petit goût sucré-là qu'on retrouve dans les aliments, là, comme les glucides simples, là, les sucres. Un petit peu, mais pas autant que les glucides simples. Puis souvent, ben aussi un autre terme pour les identifier, on va les appeler les féculents. Les produits de céréales, donc les produits céréaliers comme le pain, les craquelins, les céréales, c'est dans ça qu'on va retrouver les glucides complexes. Et on parle de céréales complexes, de céréales entières. Il y en a qui vont peut-être me dire, Marie-France, tu as oublié de mettre les muffins dans ça. C'est sûr que si vous les faites à la maison, pas de problème. Je suis certaine que vous contrôlez les sucres raffinés qui se trouvent à l'intérieur et que peut-être que vous prenez aussi des céréales complètes pour les faire. Mais les fameux muffins du centre commercial, on va les transférer un petit peu plus de l'autre côté dans les aliments sucrés avec nos pâtisseries. Là. Je pense tout le temps aux fameux muffins. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui avaient déjà acheté les muffins Costco, mais c'est plus des gâteries que des muffins. Puis aussi, le volume que vous allez manger est assez imposant. Vous avez aussi dans les glucides complexes, vous les retrouvez dans le riz brun, le riz sauvage, par exemple, les pâtes alimentaires aussi, les pâtes de blé entier, etc. Les légumineuses, toutes les légumineuses aussi font partie des glucides complexes, ainsi que les pommes de terre. Dans ces aliments-là, vous retrouvez aussi ce qu'on appelle la troisième catégorie de nos glucides alimentaires, qui sont les fibres alimentaires. Donc, elles aussi, on dit qu'elles font partie des glucides complexes. Contrairement, par contre, aux autres glucides, elles ne contiennent pas de calories. Mais elles sont extrêmement importantes. Elles jouent un rôle très, très important dans notre alimentation. Bon, au niveau des... je voulais juste m'assurer que mon micro était ouvert. Au niveau des fibres alimentaires, c'est surtout que notre organisme n'est pas en mesure d'aller chercher des calories, d'aller chercher le carburant contenu dans les fibres alimentaires. Donc, si on dit ne contiennent pas de calories, c'est surtout qu'elles ne fournissent pas de calories, étant donné justement qu'on n'est pas en mesure vraiment d'aller chercher le carburant, d'aller puiser le carburant qu'il y a dans ces molécules-là de fibres alimentaires. Mais c'est ça, Marie-France va continuer en expliquant les rôles très importants là, justement des fibres alimentaires. Ouais.
Donc, consommer plus de fibres, c'est certainement quelque chose que vous avez entendu. C'est un fait que les fibres vont aider à perdre du poids d'une part parce que souvent, elles vont avoir comme effet de nous rassasier un peu plus que des sucres simples, par exemple. Donc, on va manger moins, on se sent plus bourré, mais aussi les aliments qui contiennent plus de fibres, on a tendance à avoir besoin de les mastiquer un peu plus. Donc, on mange plus lentement aussi. C'est rare qu'on est capable d'avaler des aliments fibreux en une seule bouchée. Les meilleurs choix pour justement les fibres, on parle de grains entiers, à forte teneur en fibres. On va parler aussi des fruits, des légumes qui en contiennent beaucoup, les légumineuses, de même que tout ce qui est les noix, les graines, donc les graines de chia, les graines de sésame, les graines de lin aussi. Hein, souvent, on va dire, ajoutez-vous de ces grains-là dans vos aliments, dans les smoothies, par exemple, pour justement augmenter Si je peux la ajouter teneur quelque en chose aussi fibres. par rapport aux fibres, là, on mentionne Oui. le rôle des fibres ici par rapport au poids corporel. Il ne faut pas oublier, par contre, l'impact au niveau de la santé générale, excusez-moi, de la santé générale, la santé globale de l'organisme, que ce soit pour justement favoriser une bonne régularité, un bon transit intestinal. Ça paraît un peu loufoque, mais c'est vraiment très important. Aussi, un meilleur contrôle du cholestérol sanguin, donc ça a un impact positif au niveau de la santé cardiovasculaire et aussi au niveau du contrôle de la glycémie, le contrôle du taux de sucre dans le sang. Donc, ça aussi, ce sont des rôles très importants des fibres qui vont au-delà de la saine gestion du poids, je dirais. Mais c'est vraiment, il faut considérer les fibres comme étant des nutriments qui ont une multitude d'impacts positifs sur la santé globale. Et oui, il va y avoir également un impact positif au niveau du contrôle du poids corporel. Effectivement. Puis, les recommandations pour la consommation des fibres, bon, quand même, ça en prend quand même pas mal dans une journée pour avoir ces bienfaits-là. On dit à peu près 25 grammes chez les femmes, puis à peu près 38 grammes pour les hommes. Donc, il faut en consommer. C'est vraiment important. Combien de glucides est-ce que je dois manger à tous les jours? Ça aussi, les gens sont parfois très confus. Encore une fois, parce que tout le monde leur dit à peu près n'importe quoi, les gens comprennent pas qu'il faut en manger, ou parfois les gens vont trop en manger aussi. De là, le mythe, les glucides font engraisser. Notre alimentation est composée de beaucoup, beaucoup de glucides et c'est facile. On dit qu'on devrait en consommer, les glucides devraient justement donner la moitié d'énergie qu'on a besoin. Donc, entre 45 et 65 des calories qu'on consomme dans une journée devraient venir des glucides. Puis on vous donne ici justement un exemple pour une femme qui pèse 60 kilos, qui doit consommer 1920 calories par jour. Ben, la moitié de ces glucides, ça représente à peu près 200 grammes de glucides. Mais juste pour vous donner une idée, comment ça va vite de consommer 240 grammes de glucides par jour. Juste un repas, là, notre fameux spaghetti sauce à la viande. Bon, là, ici, on a été chercher un spaghetti sauce à la viande d'un resto populaire. Ben, juste cette assiette-là de pâtes nous donnait 107 grammes de glucides. Puis pour vous donner aussi une idée de grandeur, la prochaine fois que vous faites des pâtes, allez-y, prenez votre tasse à mesurer, puis prenez une tasse de spaghetti cuit. Mais sachez que dans une tasse de spaghetti cuit, vous avez 43 grammes de glucides.
Et puis, Max, tu me disais que bien souvent, un plat de spaghettes, c'est pas mal plus que Ben ouais, une tasse absolument. Dans de nos spaghettis habitudes cuits, là. Ah, surtout si vous alimentaires québécoises, nord-américaines et tout ça, on a tendance à manger beaucoup plus de spaghettis que ça. Donc, quand on mange un bon spaghetti, là, comme on dit en bon québécois, on a souvent beaucoup plus qu'une tasse de pâte là, dans notre assiette. Là. Donc, ça revient, ça revient un peu, comment je pourrais dire ça, à notre mythe là, du début qui disait que les glucides font engraisser puis qu'il faut éliminer les 3 P, dont les pâtes. C'est pas les pâtes le problème. Le problème, c'est que quand on en mange des pâtes, on en mange beaucoup trop. C'est déséquilibré totalement, là. Mais c'est ça, comme Marie-France disait, une tasse de spaghettis cuits, vous mesurerez ça la prochaine fois, vous allez voir, c'est beaucoup moins que ce qu'on est habitué de manger là, avec nos habitudes alimentaires là, québécoises. Surtout quand vous allez chez votre mère, là, puis qu'elle fait sa sauce à spaghetti, là, on ne veut pas la décevoir, hein? Alors, on prend le plat qu'elle nous sert. Puis avec ça, souvent, on va accompagner ça de pain. Donc, pour 2 tranches de pain, vous avez déjà entre 28 et 30 grammes de glucides. Bon, on a bien fait, on veut se déculpabiliser qu'en entrée, on a peut-être pris justement la petite salade de laitue avec des légumes. Ben, une tasse de laitue avec des légumes mélangés, comme sur la photo, ben, c'est à peu près 2,77 grammes de glucides. Donc, imaginez combien de tasses de salade de laitue pour 107 grammes de glucides, là, ça va vite, là. Hein? C'est à peu près quoi? Ouais, beaucoup plus, ouais. 5 fois, même plus que ça, là. C'est énorme, là. Il n'y a pas personne qui mange une salade aussi grosse que ça pour arriver au même nombre de glucides que vous avez dans votre spaghetti. Puis on termine ça peut-être avec 125 millilitres de crème glacée aux fraises, là, qui donne encore là un autre 19 grammes de glucides. Donc, vous additionnez tout ça. Ça, c'est un repas. Donc, c'est pour ça qu'on dit les glucides comme tels ne font pas engraisser. C'est souvent la quantité de glucides qu'on retrouve dans notre alimentation qui fait en sorte qu'on en surconsomme. Et puis, comme on vous a dit, ben, le corps, qu'est-ce qu'il fait avec la surconsommation de glucides? Et il ne peut pas toutes les absorber. Ben, la meilleure façon de les emmagasiner, eh bien, c'est de les transformer Ouais, justement, en gras. Marie-France, pendant que tu expliquais ça, on a quelques commentaires dans le chat. Oui. Je m'en allais répondre à Florin et puis Alexandra m'a devancé. Merci beaucoup, Alexandra. Ouais. Non, Ils non, ont mais fait c'est pas le 240 tasses 240 c'est ça. tasses, mais c'est que justement, Florin se demandait, bon, la moitié de 1920 calories. Ça serait 960 et non pas 240, mais c'est 960 calories. Ça, c'est la moitié du 1920, mais on doit diviser ça, Divisé comme par 4. Alexandra le mentionnait, on doit diviser ça par 4 calories par gramme. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à notre 240 grammes de glucides. Donc, oui, exactement. Merci beaucoup, Oui, Alexandra. effectivement. Mm-hmm. Oui, merci. Donc, on sait combien en manger, on sait où les trouver. Mais on sait qu'il y en a 3 différents types de catégories de nos glucides, donc les simples, les complexes, les fibres. On sait qu'on en a besoin de tout ça. Maintenant, à quel moment il faut les consommer? Ben, on a besoin d'énergie tout au long de la journée. Donc, c'est important de les répartir. Puis aussi, le fait de les répartir durant toute la journée, ben, ça va éviter justement la fluctuation du taux de sucre dans notre sang, notre fameuse glycémie. C'est sûr que de consommer des glucides avant l'exercice, ça va nous assurer d'avoir de l'énergie
pour la séance d'exercice que vous avez planifiée. Okay? Et aussi, après l'exercice, souvent pour refaire justement nos réserves de glycogène musculaire, parce que ça aussi, c'est encore un mythe qu'il faut absolument consommer juste des protéines après l'entraînement. En fait, ce que vos muscles, ce que votre corps a le plus besoin après un entraînement, c'est vraiment de refaire ses réserves de glycogène. Oui, les protéines vont être nécessaires aussi, mais surtout les glucides sont à favoriser après l'exercice. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc là, maintenant, j'espère que vous êtes éclairés un peu plus sur nos fameux glucides. Comme je vous disais, on essaie de savoir lesquels consommer, quelle quantité en consommer et puis quand les consommer. Donc, on va maintenant plutôt parler des protéines. Parce que aussi que les protéines, on a beaucoup de questions. Les gens aussi entendent toutes sortes de choses sur les protéines. Donc, on vous... Absolument. Juste avant ça, je vais juste revenir en arrière. C'est bon, je reprends le contrôle. Par rapport aux glucides, on a effleuré un peu le sucre raffiné. On n'en a pas parlé beaucoup dans cette présentation-là parce qu'on va l'aborder plus spécifiquement la semaine prochaine à notre 3e webinaire de notre série sur le poids santé. Donc, il y a beaucoup, comment je pourrais dire ça, beaucoup l'impact du sucre ajouté, du sucre raffiné dans notre alimentation est assez grand sur notre santé, sur le poids corporel aussi. Donc, on va vraiment aborder ça un peu plus spécifiquement la semaine prochaine. On va vous en reparler. Là, on va vous rappeler ça là, à la fin de notre webinaire actuel. Donc, justement, maintenant, on passe à la partie sur les protéines et au même titre que les glucides, là, il y a encore beaucoup de mythes par rapport aux protéines. Donc, je vous en énumère quelques-uns ici. Quelques-uns des nombreux mythes par rapport aux protéines. Donc, un sportif doit manger beaucoup de viande. On entend ça souvent encore, là, que les athlètes, les sportifs doivent consommer beaucoup de viande parce que, oui, leurs besoins en protéines sembleraient être plus élevés. Donc, il y en a qui pensent que la seule façon d'arriver à ça, d'arriver à consommer davantage de protéines, c'est de consommer beaucoup de viande. On va voir qu'il y a autre chose que la viande là, pour nous fournir des protéines. Un autre mythe, encore très tenace, là, il faut prendre des suppléments de protéines si on souhaite augmenter sa masse musculaire. Oui, il y a un rôle, les protéines jouent un rôle au niveau du développement et du maintien de la masse musculaire. Ça, c'est vrai, on va le voir un peu plus loin. Mais les suppléments, par contre, ne seraient pas ne sont pas nécessaires. Là. Le troisième point, je l'entendais il y a 10 ans, 15 ans, quand je pratiquais beaucoup de musculation. Et c'est un mythe qui est encore assez tenace, comme quoi que les protéines de soya peuvent faire diminuer le taux de testostérone chez l'homme. Testostérone étant l'hormone sexuelle là, chez l'homme, et comme quoi que ça ferait augmenter le taux d'estrogène aussi chez les hommes. Et puis là, bon, dans les milieux des gymnases, des salles de conditionnement physique, là, ça part à gauche, à droite, hein, ces fausses croyances-là, comme quoi que ça va nuire à la performance en musculation, ça va amener le développement des seins chez l'homme, alors que c'est totalement faux. Hein. Le dernier mythe ici, le dernier qu'on a énuméré, là, parce qu'il y en a plusieurs autres, il faut combiner 2 sources de protéines végétales au même repas pour assurer leur complémentarité. Donc encore là, dans les prochaines diapositives, là, vous allez comprendre pourquoi cet énoncé-là n'est pas vrai. Donc, on va en parler aussi des protéines végétales quelque peu.
Donc, les protéines, en fait, c'est quoi? Hein? Ce sont des molécules assez grosses, assez complexes dans l'organisme qui jouent plusieurs rôles. Dans le fond, les protéines, c'est les composantes de base de toutes les cellules de l'organisme. Alors, nos os, nos muscles, nos tendons, nos organes, nos dents, nos cheveux, nos ongles et même notre peau aussi sont constitués de protéines. Donc, nos tissus, finalement, c'est fait de protéines. Il y a beaucoup d'eau aussi, de l'eau H2O, là. Bien évidemment, notre corps est principalement constitué d'eau, mais toutes ces cellules-là, les composantes de notre corps, là, nos tissus, sont composés de protéines. C'est pour ça qu'on a représenté ça par un mur de briques. Là. Voyez ça comme, voyez chaque brique un peu comme étant une molécule de protéines, et toutes ces molécules-là, ensemble de protéines, s'assemblent et construisent le corps, construisent le mur, dans le cas de l'image ici, qu'on a illustré, mais ça permet de construire, de composer le corps également. Fait que, tu sais, on entend souvent que oui, c'est important pour le développement des muscles. Oui, c'est vrai, on le mentionne ici dans la parenthèse, mais ce ne sont pas seulement les muscles là, qui sont constitués de protéines, là, ce sont tous nos tissus. Et puis, les protéines là, ne sont pas seulement les composantes de base de nos cellules, elles sont également impliquées dans la composition de nos enzymes, nos anticorps, les hormones, les neurotransmetteurs, donc un paquet d'autres molécules ultra complexes qui jouent des rôles hyper importants dans l'organisme, mais ces substances-là sont également composées de protéines. Vous avez peut-être entendu parler d'acides aminés. Hein? Quand on parle de protéines, souvent on parle d'acides aminés également. Donc, on continue ici. Là, les protéines, c'est quoi? Les protéines, là, ce sont des molécules qui sont formées d'acides aminés. Là, on écrit ici qu'au total, il y a 20 acides aminés qui sont soit d'origine végétale ou animale. Avant d'aller expliquer c'est quoi les 9 acides aminés essentiels et les non essentiels, là, je veux juste vous expliquer de façon générale c'est quoi les acides aminés. Là. J'utilise une comparaison là, avec les lettres de l'alphabet. Donc, au niveau des acides aminés, on en a 20 différents. Au niveau des lettres dans notre alphabet, c'est similaire. Hein? On en a 26. Donc, on a seulement 26 lettres dans notre alphabet, mais pensez à tous les mots, les mots M-O-T-S, là, tous les mots qu'on peut constituer avec seulement 26 lettres, toutes les phrases qu'on peut constituer avec ces différentes lettres-là, donc des mots qui ont différents sens, des phrases qui ont différents sens aussi, on peut écrire des livres, des articles, des romans, des encyclopédies. Avec quoi? Avec seulement 26 lettres de notre alphabet. Mais c'est un petit peu la même chose au niveau des acides aminés. Donc, si par exemple, je prends mes 26 lettres de mon alphabet, par exemple, je prends un texte et puis je décompose tous les mots et je recueille toutes les lettres qui ont été utilisées pour écrire le texte, écrire la phrase, ben je pourrais reprendre toutes ces lettres-là et les recombiner de différentes façons, un peu comme au Scrabble. On peut les recombiner de multitudes d'autres façons, ces 26 lettres-là, pour former d'autres mots, d'autres phrases qui vont avoir une signification peut-être totalement différente. Ben, c'est la même chose au niveau des acides aminés. On en a seulement 20, mais ces 20 acides aminés-là peuvent se combiner et se recombiner d'une multitude de différentes façons pour former des millions de protéines différentes dans notre organisme qui vont être responsables de différents rôles aussi dans notre organisme. Donc, quand on mange des aliments qui nous fournissent des protéines, on va voir un petit peu plus loin c'est quoi les sources de protéines, mais quand on consomme des protéines, ben, l'organisme va
utiliser certaines de ces protéines-là, mais va aussi les décomposer pour aller chercher les différents acides aminés, pour aller chercher les lettres qu'il y a dans ces protéines-là. Donc, on va aller décomposer ça en acides aminés et l'organisme va utiliser ces acides aminés-là qui proviennent de nos protéines, puis il va les réutiliser d'une multitude d'autres façons pour combler les besoins, les fonctions de l'organisme. Alors, acides aminés et les lettres de l'alphabet, protéines, c'est un peu les mots, c'est les phrases et tout ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance ici ou la comparaison. Donc, maintenant, de ces 20 acides aminés-là, il y en a 9 qu'on dit essentiels. Quand on dit qu'ils sont essentiels, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que les 11 autres qui sont non essentiels. En alimentation, quand on dit que quelque chose est essentiel, ça ne veut pas dire qu'il est plus important. Ça veut dire qu'on doit absolument aller les chercher dans l'alimentation. Donc, un acide aminé qui est non essentiel, ça veut dire que si on ne le consomme pas dans l'alimentation, notre organisme va être capable de les fabriquer par lui-même. Okay? Donc, avec les autres composants, les autres acides aminés, les autres protéines qu'on va avoir consommées, on va être capable de les fabriquer par nous-mêmes, même si on ne les consomme pas. Par contre, les 9 acides aminés essentiels, j'oublie les noms, là, je ne m'en rappelle jamais par cœur, c'est plus ou moins important là, pour le besoin de la présentation, mais ces 9 essentiels-là doivent absolument provenir de l'alimentation. Ça m'amène à vous parler maintenant justement de la différence entre les protéines complètes et les protéines incomplètes. Vous avez peut-être déjà aussi vu cette appellation-là. Quand on dit qu'une protéine est complète, ça veut dire qu'elle renferme en quantité suffisante tous les acides aminés essentiels. Donc, les 9 acides aminés essentiels se retrouvent en quantité suffisante dans les protéines complètes. Et on les retrouve où, les protéines complètes? Toutes les protéines de source animale. Okay? Donc, on va le voir sur la prochaine diapo, là, mais tout ce qui est de source animale va nous fournir des protéines complètes avec tous les 9 acides aminés essentiels. Il semblerait aussi qu'il y a certaines sources végétales, le soya, le quinoa et même le sarrasin, qui nous fourniraient également des protéines assez complètes, à tout le moins pour l'adulte. J'avais lu que pour les enfants, c'était peut-être pas le cas, mais pour l'adulte, que ces sources végétales-là nous fournissaient les protéines complètes. Mais si c'est animal, c'est sûr que c'est des protéines qui sont complètes. Quand on parle de protéines incomplètes, encore là, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes protéines. Souvent, je pense que les gens ont tendance à mélanger les termes. Incomplet ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité. Non, ce sont de très bonnes protéines quand même. Ça veut juste dire que dans ces protéines-là qui sont incomplètes, il manque un ou plusieurs acides aminés essentiels, ou à tout le moins, il n'y en a pas suffisamment de certains des acides aminés essentiels. Puis là, on mentionne que ce sont principalement les protéines végétales, à l'exception du soya, quinoa et sarrasin. Donc, dans des haricots, dans des lentilles, donc ce sont des protéines végétales. Donc, ce sont des protéines qui vont peut-être fournir 4, 5, 6 acides aminés essentiels, mais il va peut-être en manquer 1, 2, 3 des autres acides aminés essentiels. Donc, ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité, ça veut juste dire qu'il manque certains acides aminés essentiels dans les protéines végétales. Ça va m'amener là aussi à parler là, de la complémentarité là, des protéines végétales. Donc, où trouver les protéines? On l'a déjà abordé un peu quand même. Bon, vous savez, oui, dans les sources animales, bien évidemment. Puis là, on a l'image ici là, de la viande avec de la volaille. Fait que, tu sais, notre mythe au début là, qui disait qu'un sportif doit manger beaucoup de viande.
Ça, c'est pas vrai. Un sportif doit manger un peu plus de protéines qu'une personne sédentaire. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit nécessairement manger plus de viande. Regardez toutes les autres sources de protéines qui existent, là. On dit que c'est pas bien d'être végétarien. Non, c'est pas ce que ça veut dire. On va y revenir dans quelques instants. Les protéines se retrouvent aussi dans les poissons, les fruits de mer, les crustacés, beaucoup dans le lait, les produits laitiers. Bon, on a mis l'œuf ici là, également dans cette image-là. Bon, l'œuf n'est pas un produit laitier. On le retrouve avec les produits laitiers à l'épicerie souvent. Mais bien évidemment, ça n'est pas un produit du lait, mais le fromage cottage, le yogourt grec, entre autres, très riche en protéines. Le skyr également, je vais vous l'écrire dans le chat pour ceux qui se demandent comment ça s'écrit. Donc, le skyr, qui est un yogourt de type islandais, qui est très riche en protéines, même un petit peu plus élevé en protéines que le yogourt grec. Bon, le yogourt grec est connu de plusieurs personnes. C'est populaire depuis plusieurs années déjà, mais le skyr est une option intéressante également, très, très riche en protéines. Et puis là, ce que vous voyez aussi, c'est quoi ça d'après vous? Le genre de petit bol de farine avec des trucs noirs, d'après vous? Je vous pose ça dans le chat, là. À quoi ça correspond, d'après vous? Ah, couscous? Non, pas tout à fait. Oui, poudre de grillon, exactement, des insectes. Oui, exactement. Donc, et oui, la poudre de grillon, ben, les insectes, à la base, sont très riches en protéines. Et puis là, depuis peu de temps, on commence à voir ça de plus en plus dans les boutiques d'aliments naturels, dans certaines épiceries. Pas mon premier choix, Manon, oui, je comprends. Mais oui, la poudre de grillon est un aliment qui est très, très riche en protéines aussi. Si on va du côté végétal maintenant, il y a tous les différents types d'haricots, les différents types de lentilles aussi vont contenir des protéines. Il y a des protéines également dans les noix, dans les graines de tournesol, graines de citrouille, entre autres. Les graines de citrouille sont particulièrement élevées en protéines. Les arachides également, et tout ce qui est beurre d'arachide, beurre de noix, beurre d'amande, beurre de graines de citrouille, justement, sont des aliments qui ont quand même une teneur intéressante en protéines. Ici, on a les produits de soya, donc que ce soit boissons de soya, que ce soit des edamames, que ce soit des fèves de soya, que ce soit du tofu. On pourrait avoir du tempeh aussi, qui est comme des fèves de soya fermentées. Donc, ce sont des produits du soya. Et puis, on disait au début, là, dans les mythes, là, comme quoi que ça augmentait ça diminuait le taux de testostérone chez l'homme. Il n'y a aucune étude là, valable là, de bonne qualité là, qui a démontré que ça diminuait le taux de testostérone chez l'homme. C'est totalement faux. Donc, les hommes n'ont pas à craindre de consommer des produits de soya, que ce soit de la boisson de soya, du tofu ou quoi que ce soit. Ça demeure des très bons aliments, de très bonnes sources de protéines. Et également, il y en a un petit peu dans les légumes, dans certains légumes, les protéines. Évidemment, les légumes, c'est pas le type d'aliment auquel on pense en premier quand on pense à des sources de protéines, mais c'est quand même pas négligeable. Si vous consommez beaucoup de protéines, si vous consommez beaucoup de légumes dans votre journée, ben, il y a fort à parier que cette quantité de légumes-là va peut-être vous fournir 8, 10, 12 grammes de protéines là, au bout de votre journée. Fait que c'est pas négligeable. Il y en a quand même un peu. C'est pas aussi élevé en protéines que la viande, que le yogourt ou les haricots, des trucs comme ça. Mais ça compte quand même. Donc, si je reviens à l'interrogation de Florin qui disait donc c'est pas bien d'être végétarien. Non, au contraire, c'est correct. C'est correct d'être végétarien. On peut être végétarien, on peut être végétalien et ne pas manquer de protéines. C'est important de bien
de consommer évidemment beaucoup de haricots, des lentilles, des produits de soya, des trucs comme ça. Mais oui, c'est correct d'être végétarien. On ne vous dit pas que c'est que c'est un mauvais choix. Au niveau de la complémentarité des protéines, le mythe qu'on a mentionné il y a quelques instants, on disait avant que qu'on devait absolument consommer différentes protéines végétales au cours d'un même repas afin d'avoir tous nos acides aminés essentiels pour assurer la complémentarité des protéines. C'est pas grave si on consomme seulement des haricots dans notre repas puis qu'il nous manque certains acides aminés essentiels. De toute façon, dans le restant de la journée, si on va consommer des produits céréaliers, si on va consommer des produits de soya, des noix, tout ça, en bout de ligne, on va aller chercher tous nos acides aminés essentiels. Donc, la complémentarité des protéines végétales n'est pas indispensable à l'intérieur d'un seul et même repas. Mais de façon générale, souvent, quand les gens se cuisinent des repas végétariens, ça va se faire un peu naturellement quand même, cette complémentarité-là des protéines, parce que souvent, on va mélanger du riz avec des lentilles ou du couscous avec des pois chiches ou des trucs comme ça. Donc, finalement, la complémentarité va se faire naturellement à l'intérieur du repas, mais ça ne serait pas grave si elle ne se faisait pas. En autant dans notre journée, là, qu'on ait différentes sources de protéines végétales pour avoir tous nos acides aminés essentiels. Maxime, pour ceux qui se demandent dans les légumes, lesquels vont justement nous fournir un peu plus de protéines, on parle vraiment des légumes verts foncés comme le kale, le brocoli, les épinards, le chou frisé, c'est vraiment ceux qui donnent un peu plus de protéines. Je vais avancer maintenant au rôle des protéines. Rapidement, ici, on mentionne que 1 gramme de protéines, ça fournit 4 calories. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour les glucides, c'était la même chose. Donc oui, les protéines fournissent également des calories. Ce n'est pas le rôle principal des protéines, mais il faut comprendre que oui, l'organisme va utiliser une petite partie des protéines pour les brûler, pour s'en servir comme carburant, mais ce n'est vraiment pas le rôle principal des protéines. Le corps préfère conserver ou préfère utiliser les protéines qu'on mange pour d'autres rôles beaucoup plus spécifiques aux protéines, les composants du corps humain, les neurotransmetteurs et tout ça. Mais même à ça, on va quand même en utiliser une petite quantité sous forme de carburant. Ce qui est peut-être plus pertinent là, ici là, par rapport à la gestion du poids, c'est de comprendre l'impact des protéines ou le rôle des protéines dans la gestion du poids. Oui, les protéines procurent un plus grand pouvoir de satiété, donc ça nous rassasie pour une plus longue durée quand on mange quand on a une bonne quantité de protéines dans nos repas ou dans nos collations. Pourquoi? Parce que les protéines vont jouer sur l'hormone de la faim qu'on appelle la gréline. Je vous ai inscrit ça aussi dans le chat là, parce que c'est un peu... Oui, exactement. Donc, la gréline, c'est l'hormone de la faim. La protéine, les protéines qu'on va manger vont réduire le taux ou la quantité de cette hormone-là dans le corps, donc qui est l'hormone de la faim. Donc, si l'hormone de faim diminue, ben, on a moins faim. Ça aide au contrôle de l'appétit. Donc, ça, c'est un rôle bien intéressant là, des protéines à ce niveau-là. Un autre rôle bien important dans la gestion du poids, c'est que les protéines ont une plus grande thermogénèse. Pour ceux et celles qui étaient là au premier webinaire, on a parlé un petit peu de ça, la thermogénèse, comme quoi que l'organisme va brûler des calories, va brûler du carburant pour digérer, pour métaboliser les aliments, les nutriments, pour absorber les nutriments, tout ça. Ben, les protéines, c'est le nutriment
qui est le plus, comment je pourrais dire ça, qui est le plus coûteux en énergie. Le corps doit fournir un effort un petit peu plus grand pour pouvoir bien métaboliser, bien absorber les protéines. Donc, le fait de manger des protéines, ça nous fait brûler un petit peu plus de carburant que si on consomme seulement des glucides ou seulement du gras ou des lipides, qu'on va aborder plus en détail la semaine prochaine, les gras. Et puis, un autre rôle des protéines dans la gestion du poids, c'est que ça favorise le maintien ou même le développement ou la rétention de la masse maigre, de la masse musculaire durant la perte de poids. On a parlé la semaine dernière là, en quoi ça consiste, une bonne perte de poids, un bon rythme de perte de poids. Donc oui, idéalement, on veut perdre du gras, on veut perdre du tissu adipeux quand on perd du poids, mais si on veut pas trop perdre de muscle quand on perd du poids, ben c'est important de consommer une bonne quantité de protéines. Mais c'est bien important aussi de faire de la musculation, de faire des entraînements contre résistance pour stimuler le développement de la masse musculaire, de la masse maigre. Donc, c'est pas juste de consommer des protéines, il faut également stimuler nos muscles par un entraînement spécifique à ça. Max, donc, protéines bien importantes dans la gestion du poids. De la masse musculaire en vieillissant, les gens qui avancent en âge ont intérêt aussi à manger plus de protéines justement pour le maintien de la masse musculaire. Absolument. J'avance maintenant ici. Donc, maintenant, on sait c'est quoi des protéines, à quoi ça sert, où on les retrouve, leur rôle dans la gestion du poids, etc. On vous a préparé un petit tableau ici, puis Marie-France, je ne sais pas si tu peux le partager dans le chat en même temps que je l'explique. Donc, ça, vous allez pouvoir le télécharger si vous le désirez pour pouvoir le conserver après ça sur votre ordinateur. Ici, on a exprimé les besoins en protéines quotidiens. Donc, ça, c'est la quantité de protéines qu'on a besoin par jour. Et puis, c'est exprimé selon le poids corporel. Donc, vous voyez, quand c'est écrit grammes par kilogramme, là, ben, c'est en référence au nombre de kilogrammes de poids corporel. Donc, par exemple, 1 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Donc, notre besoin quotidien en protéines dépend de deux choses. De notre poids corporel en kilogrammes, mais aussi du type d'activité sportive, d'activité physique que l'on fait. Le besoin minimal en protéines est établi à 0,8 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Ça, c'est ce que les spécialistes, les chercheurs ont établi. Cette quantité-là, c'est la quantité minimale pour pouvoir fournir suffisamment d'acides aminés à l'organisme pour la réparation des tissus, pour la formation des hormones, des neurotransmetteurs et tout ça. Mais ça, c'est vraiment le besoin minimum, là, OK? Mais c'est pas le besoin, c'est pas la quantité optimale, là. On a besoin quand même d'un peu plus de protéines que ça, que 0,8, ne serait-ce que pour contrôler notre faim, entre autres, là. Si on regarde là, pour une personne, je ne dirais pas nécessairement une personne sédentaire, mais une personne là, qui ne fait pas nécessairement d'activité physique sérieuse, donc des activités plus de nature récréative, où est-ce que l'intensité n'est pas très grande, ben, les besoins sont établis à environ 1 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Ça, ce serait suffisant pour réparer le corps de façon quotidienne. Mais oui, évidemment, quand on pratique des sports de façon un peu plus sérieuse, un peu plus intense, nos besoins en protéines sont augmentés. Donc, oui, on disait au début, là, un sportif doit manger beaucoup de viande. On a vu qu'il y a beaucoup d'autres sources de protéines. Mais on voit que oui, les besoins en protéines du sportif sont augmentés, mais ils ne sont pas
10 fois plus élevé que notre personne sédentaire ou notre personne qui pratique des activités récréatives là, sont un peu plus élevés. Ça va jusqu'à environ 2 grammes par kilo par jour. Puis là, dans le tableau, là, on dit, là, bon, on a fait une petite faute. Là. La dernière ligne du tableau, là, ça devrait plutôt être entraînement pour le développement de la masse musculaire. Okay? La dernière ligne, c'est développement et l'avant-dernière ligne, c'est le maintien de la masse musculaire. Donc, pour le développement, on a besoin d'un petit peu plus de protéines. Oui, c'est vrai, mais c'est pas utile d'aller au-delà de 2 grammes par kilo par jour. Donc, notre individu de 80 kilos, par exemple, qui est l'équivalent de à peu près 176 livres environ, là. Donc, un individu de 80 kilos qui voudrait augmenter sa masse musculaire aurait besoin jusqu'à 160 grammes de protéines par jour. S'il en consomme plus que ça, si cette personne-là consomme davantage de protéines, ben il y a une limite à la quantité de protéines que le corps est capable d'utiliser pour développer sa masse musculaire. Il y a une limite à la quantité de protéines qu'on peut utiliser pour composer nos hormones, nos enzymes, nos neurotransmetteurs. À un moment donné, il y a une limite à tout, comme on pourrait dire. Fait que là, l'excédent de protéines, si on consomme davantage de protéines que nos besoins réels, ben ça, en bout de ligne, oui, ça pourrait mener à un gain de tissu adipeux, là, un gain de poids. Puis ça, c'est pas rare qu'on observe ça, surtout chez les hommes qui font de la musculation, qui prennent beaucoup de suppléments de protéines. Ben, à un moment donné, il y a une limite à la quantité de protéines qu'on peut utiliser, puis le reste, ben, ça va pas juste s'évaporer, on va pas juste le brûler ou l'éliminer, ça va contribuer à faire augmenter notre masse grasse, notre tissu adipeux. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est une belle comparaison que Marie-France me donnait hier. Tu sais, le fameux M&M aux peanuts, là, OK, aux arachides, là. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez la forme un peu dans votre tête, là, mais au centre du M&M, c'est l'arachide. Oui, l'arachide est bonne, elle est nutritive, donc on peut considérer ça comme dans l'analogie, là, on peut voir ça comme le muscle, mais souvent, surtout chez les hommes qui consomment beaucoup de protéines, qui s'entraînent beaucoup en musculation, oui, ils ont une masse musculaire qui est importante, mais cette masse musculaire-là est enrobée, comme le M&M au peanut, il est enrobé de chocolat et de la petite coquille au bonbon, là. C'est un peu la même chose avec des hommes, entre autres, qui font beaucoup de musculation. Oui, ils sont musclés, ils sont forts. Par contre, des fois, il y a beaucoup malheureusement, de gras en fait, autour de ces protéines par rapport à leurs besoins. Ils s'entraînent en musculation, mais peut-être pas suffisamment pour la consommation de protéines qu'ils vont absorber dans une journée. Puis rappelez-vous, les protéines, ça fournit des calories aussi. Et puis, peu importe d'où les calories viennent, ça aussi on a vu ça la semaine passée, peu importe d'où les calories viennent, si on consomme trop de calories par rapport à ce qu'on brûle, à un moment donné, ça va se transformer oui, mais ça change avec l'âge, non? Qu'est-ce qui est plus important, l'âge ou l'intensité d'activité? Ben, les besoins en protéines là, chez les personnes, on va dire les personnes âgées, je me rappelle plus exactement. Je sais qu'il y a des recommandations là, plus par rapport aux personnes âgées, justement, pour freiner la perte de masse musculaire. Mais il faut comprendre, la perte de masse musculaire, c'est un processus qui est normal quand on avance en âge, là. Mais si on veut justement la freiner, cette perte de masse musculaire-là, oui, c'est important de continuer à consommer des protéines chez les personnes âgées. Le défi, des fois, c'est que ces personnes-là, surtout, bon, il y a différents facteurs psychosociaux qui peuvent avoir un impact là-dessus.
c'est que des fois, l'alimentation des personnes âgées ne sera pas équilibrée, soit parce qu'ils n'ont pas d'appétit, soit parce que ils n'ont peut-être pas les moyens de se cuisiner ou de bons repas équilibrés. Donc, ça peut mener à une alimentation qui est trop faible en protéines. Puis là, ben, la perte de masse musculaire va être accélérée. Mais je me rappelle plus, c'est ça, les besoins en protéines chez les personnes âgées, mais ça tournerait quand même là, autour des valeurs qu'on a ici. Là. C'est pas beaucoup plus élevé. Là. Donc, le tableau, là, vous pourrez le conserver si vous l'avez téléchargé. Fait que là, ce qu'on a vu avec le tableau, c'est plus la quantité de protéines par jour. Mais un autre point bien important par rapport aux protéines, c'est la répartition des protéines tout au long de la journée. C'est important d'en manger aux 3 repas, puis peut-être même au besoin d'inclure des collations durant la journée qui vont contenir des protéines. On dit ici là, la quantité maximale de protéines qui peut servir à la croissance et à la réparation des muscles est de 30 grammes par repas, là, 30 grammes plus ou moins 5. Là. La fameuse règle du 30-30-30. Donc, idéalement, ce qu'on voudrait dans notre alimentation, c'est d'avoir à peu près 30 grammes de protéines au déjeuner, à peu près 30 grammes au dîner, puis la même chose au souper. Par contre, ce qu'on observe avec nos habitudes alimentaires nord-américaines, québécoises, tout ça, c'est que notre déjeuner, souvent, est très faible en protéines. Ça va des fois en contenir seulement 5, 10, 15 grammes de protéines tout au plus. Le dîner, des fois, il peut avoir un petit peu plus de protéines, peut-être 15, 20 grammes. Et souvent, c'est au souper que là, on va avoir 40, 50, 60 grammes des fois de protéines. Mais cette répartition-là, même si au bout de la journée, ça revient à nous donner toute la quantité de protéines qu'on a besoin, mais la répartition déséquilibrée ne nous permet pas de bien utiliser les protéines. Donc, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir des déjeuners qui contiennent une bonne quantité de protéines au même titre que le dîner, au même titre que le souper. Tu sais, notre fameuse pièce de viande qu'on a représentée ici, là, ça, c'est typique du souper, là, qu'on va, surtout avec le barbecue, là, la saison du barbecue qui est débutée, là, on va avoir tendance à manger de grosses pièces de viande, 2, 3 portions de viande quand vient le temps du souper. Mais au dîner et au déjeuner, on n'en aura pas consommé suffisamment. Donc ça, c'est peut-être un changement à essayer d'instaurer chez vous, tout dépendant à quoi ça ressemble vos déjeuners, vos dîners. Mais si on prend l'exemple du déjeuner là, pour atteindre notre 25-30 grammes de protéines, ben les options, c'est ça peut être des œufs, ça peut être, on peut se faire un smoothie avec davantage de protéines sans avoir besoin de s'en remettre aux suppléments de protéines. On peut prendre du yogourt grec, on peut prendre du lait, de la boisson de soya, du tofu soyeux, ça peut être des blancs d'œufs liquides aussi qui sont vendus en berlingot, qui sont tout à fait sécuritaires. Si vous êtes curieux d'essayer la poudre de grillon, ben pourquoi pas? Justement, la poudre de grillon peut s'ajouter à un smoothie, peut s'ajouter à du gruau aussi. Le gruau, c'est super nutritif, beaucoup de fibres, des bons glucides. Il y a un peu de protéines aussi, mais si on veut le rendre un petit peu plus protéiné, notre gruau, moi, c'est ce que je fais. Je vais ajouter justement de la poudre de grillon. On peut ajouter des noix, on peut ajouter de la poudre d'arachide aussi, qu'on peut retrouver dans l'épicerie, dans les sections peut-être de produits naturels. On peut manger du fromage cottage ou autre fromage maigre pour aller chercher notre quantité de protéines nécessaire. Tu sais, souvent, le déjeuner un peu plus classique, là, dans nos habitudes, c'est très riche en sucre, très riche en glucides. Donc, des toasts, des rôtis avec de la confiture, par exemple. Ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de protéines là-dedans.
Ou si on ajoute un verre de jus d'orange, ben encore là, c'est seulement du sucre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, déjà là, se dire, ben, sur mes rôtis, je vais mettre peut-être du beurre d'arachide à la place ou du fromage maigre. Puis, je vais peut-être prendre un verre de boisson de soya à la place du verre de jus d'orange. Au moins, la boisson de soya va me donner des protéines, ce que le jus d'orange ne m'offre pas. OK? Donc, ça, c'est des stratégies que vous pouvez essayer d'utiliser pour ajouter davantage de protéines à votre déjeuner. Puis ce qui arrive aussi là, quand on ne consomme pas assez de protéines au déjeuner ou au dîner, c'est que là, rendu à la fin de notre journée de travail, à 3 heures ou 4 heures, quand on revient à la maison, on est affamé parce qu'on n'a pas consommé suffisamment de protéines dans notre journée. Fait que là, on arrive chez nous, on est affamé avant le souper, on a le goût de tout dévorer, puis on mange n'importe quoi qui nous tombe sous la main, puis malheureusement, c'est souvent soit des chips, des biscuits, du pain ou quelque chose comme ça, là. Mais par contre, si on avait consommé un peu plus de protéines au déjeuner et au dîner, notre appétit aurait été beaucoup mieux contrôlé à ce moment-là, ce qui éviterait les fringales, les fringales abominables là, qu'on peut ressentir là, puis parfois, en fin de c'est même journée, pas juste à la fin de la journée, ça peut être en plein milieu de ton après-midi que la fringale te prend et puis là, ben, on va bon, l'endroit le plus rapide pour aller chercher un petit quelque chose, un petit en cas où, c'est bon, le dépanneur ou le Canex, puis on va aller s'acheter, c'est ça, comme tu disais, là, des chips ou du chocolat, des trucs comme ça, parce qu'on a faim, on n'a pas, la faim nous prend là, en plein milieu de l'après-midi au travail. Oui. Ou même chose aussi au niveau du déjeuner, si notre déjeuner était absent ou pas assez riche en protéines, ben, il y a fort à parier que vers 10 heures, qu'on est très faim. Puis là, encore là, si on se redirige vers un muffin du restaurant, ben là, ça nous donnera pas beaucoup de protéines encore. Ça va nous donner ben, probablement un aliment très transformé, très riche en sucre, très riche en gras également. Fait qu'une collation, justement, on en parlait un petit peu des collations, là. Si on consomme des collations durant notre journée, parce que bon, c'est pas une obligation, c'est bien important de comprendre qu'une collation, oui, ça a sa place dans une alimentation équilibrée si ça vous permet de manger moins au repas, si ça vous permet de contrôler votre appétit, de contrôler votre énergie, votre taux de sucre durant la journée. Oui, les collations ont leur importance ou leur utilité. Par contre, si les collations font en sorte que vous consommez trop de calories dans votre journée, ben là, elles ne vous aideront pas, ces collations-là. C'est ça qui est bien important à comprendre. Oui, c'est bien d'en inclure des collations si ça fait en sorte qu'on mange moins au repas, qu'on est plus concentré durant la journée, qu'on est moins fatigué, qu'on a plus d'énergie pour faire notre activité physique. Ça, oui, à ce moment-là, la collation est bien intéressante. Mais pour avoir une collation équilibrée, il ne faut pas juste des glucides. C'est par exemple un fruit, c'est super, c'est très bon pour la santé, mais ça va vous fournir seulement des glucides. Si vous voulez que votre collation soit un peu plus soutenante, il faudrait lui ajouter une source de protéines, ne serait-ce que quelques noix, quelques amandes, un petit morceau de fromage, un petit peu de yogourt grec, un œuf cuit dur avec des crudités ou avec des fruits, quelque chose comme ça. Ça va vous donner quelques grammes de protéines pour vous aider justement à gérer votre appétit pour vous rendre jusqu'au prochain repas. Puis de façon générale, une collation équilibrée ne devrait pas vous fournir beaucoup plus que 200 calories, là. Au-delà de ça, surtout si on est dans un processus de gestion du poids, il ne faudrait pas que ça dépasse ben 200 calories. Un athlète ou quelqu'un qui s'entraîne vraiment beaucoup, oui, il va peut-être avoir des collations à 300, 400, 500 calories en plus de ses repas,
Mais là, on est ailleurs. Là, on parle vraiment plus ici de gestion du poids, de perte de poids. Une collation ne devrait pas fournir plus de 200 calories. Mais les deux sont importants, les glucides et les protéines. Et un point qui est bien important, qui demeure, peu importe qu'est-ce qu'on mange, ben, c'est d'essayer d'avoir des aliments qui sont le moins transformés possible, qui sont le plus entiers possible. Okay? Donc, fruits, crudités, des œufs, des noix, un petit yogourt, un morceau de fromage, un craquelin fait de grains entiers avec peu d'ingrédients. Donc ça, ce sont des collations intéressantes, de l'humus peut-être aussi, des choses comme ça. Mais même au niveau de nos collations, on essaie d'avoir des aliments qui sont le plus entiers possible. Je te demandais, c'était quoi la photo sur notre collation? C'est une recette qui a été publiée sur notre Facebook par une de nos collègues en promotion de la santé. C'est de l'humus dans lequel on a rajouté du cacao. Donc, un humus au chocolat qui a très bonne presse avec les enfants. Là, on peut leur faire tremper les fruits, comme Maxime disait, des petits craquelins santé dans l'humus au chocolat. Et puis, on vient d'augmenter l'apport en protéines. Donc, pois chiches et... Ouais. Puis pendant que tu parles de recettes, Marie-France, j'aimerais ça peut-être que si tu peux écrire ta recette de pancakes dans le chat, s'il y en a qui veulent essayer ça, là, des pancakes assez simples, je crois, hein, Marie, avec vous obtiendrez à peu près entre 18 et 20 grammes de protéines. C'est facile, très facile. Oui, parfait. Donc, je te laisse inscrire ça dans le chat. Moi, je vais continuer. Je vais continuer on achève, là, on arrive pas mal à la conclusion justement de notre duo de choc. Là. Finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Hein? Puis, la plupart d'entre vous aviez bien répondu au début du webinaire en indiquant que les deux étaient importants pour la perte de poids. Donc, justement, les fameuses diètes low carbs, là, les fameuses diètes faibles en glucides, là, ça, on ne l'a pas mentionné, mais je pense que c'est bien important de l'indiquer. N'importe quel type de diète, généralement, va fonctionner, va faire perdre du poids. Parce que quand on se met à la diète, peu importe c'est quoi notre diète, que ce soit cétogène, que ce soit jeûne intermittent, que ce soit paléo, peu importe quoi, généralement, on va consommer moins de calories que qu'est-ce qu'on va brûler. Généralement, on va couper toutes les pâtisseries, les grignotines, les boissons sucrées, tout ça. Votre chat n'a pas aimé la recette. Le chat n'a pas aimé la recette, peut-être. Mais c'est ça, tout ça pour dire que n'importe quelle diète, généralement, va amener une perte de poids. Mais c'est pas le fait que c'est low carbs, c'est pas le fait que ce soit jeûne intermittent, c'est pas le fait que ce soit cétogène, quoi que ce soit, c'est le fait qu'on consomme moins de calories que qu'est-ce qu'on brûle. Ça, c'est bien, bien, bien important à comprendre. Fait que oui, les glucides ont leur place dans notre alimentation, même si on vise une perte de poids. Je pense que les protéines, ils ont déjà leur place là, dans leur rôle là, pour la perte de poids, mais les glucides aussi doivent être inclus là, dans une alimentation. L'important, c'est encore là, c'est l'équilibre, c'est de manger des plus petites portions, écouter son corps, avoir des comportements raisonnables au niveau des autres aliments, les aliments qui sont un peu moins nutritifs, ils ont leur place, ces aliments-là, mais en plus petite quantité. Il ne faut pas les bannir totalement, il faut juste savoir bien les consommer, bien les gérer et tout ça.
Fait que dans le fond, là, nos protéines ici, là, dans notre fameuse assiette du guide alimentaire canadien, là, on les retrouve, là, ils ont leur section, là, les aliments protéinés. Là, okay, on les retrouve ici. Là. Puis on a les sources végétales, on a les sources animales, on a les œufs, le tofu, le yogourt. Nos glucides, on va les retrouver. Ben, là, je vais terminer sur les protéines, excusez. Là. Les protéines, on les retrouve ici, mais on les retrouve un petit peu dans nos produits, dans nos grains entiers également. Puis on l'a dit, on en a un petit peu dans nos légumes aussi. Nos glucides, ben, on va les avoir dans nos grains entiers, on va les avoir dans nos fruits, dans nos légumes. Puis même dans les légumineuses aussi, on va retrouver des glucides. Fait que, tu sais, notre duo de choc, là, c'est pas compliqué d'aller les chercher dans notre alimentation. Encore une fois, si on a des repas équilibrés qui respectent pas mal cette assiette-là, il y a fort à parier que vous allez avoir suffisamment de glucides et de protéines dans votre assiette. Alors, je vous ai mis... Je pense que Erika, là, je viens de comprendre tantôt, c'est votre choc, j'imagine, peut-être marcher sur le clavier, d'où le 9 interminable qu'il y avait dans les commentaires. Plaisir pour la recette, c'est tellement facile. 2 œufs, un tiers de tasse, flocon d'avoine, une banane. On met ça dans notre Magic Bullet, là, si vous avez quelque chose dans ce style-là, là, quelques secondes, et vous mettez ça dans un poêlon. Ça donne à peu près 3-4 pancakes d'à peu près 4 pouces. Ajoutez-y de la cannelle. C'est délicieux. À essayer. Je viens de remettre, de mettre le guide alimentaire canadien en fichier téléchargeable dans le chat. Je sais qu'on l'avait partagé la semaine dernière, mais pour ceux et celles qui n'étaient pas là ou qui ne l'avaient pas téléchargé, on l'a remis encore une fois s'il y en a qui veulent le consulter. Ça conclut pas mal là, pour cette présentation, ce webinaire sur notre duo de choc, sur nos glucides, nos protéines. On espère que ça vous a que ça va avoir démystifié certaines choses, certaines fausses croyances peut-être qu'on entretient par rapport aux protéines, par rapport aux glucides. Puis les deux sont importants au niveau du maintien d'un poids santé. Donc on espère que ça vous a plu. On vous représente ici là, les différentes ressources qui existent là, pour les ressources d'aide là, dans le cadre de notre période bien particulière. Là, je vais juste prendre un petit instant. Je vais aller chercher le lien. J'avais oublié, j'aurais dû faire ça avant, mais ça sera vraiment pas long. S'il y en a qui veulent s'inscrire au prochain pendant que tu fais ça, Max, je veux juste dire que les ressources que vous voyez à l'écran, ce sont toujours les ressources qui sont fournies par les Forces armées canadiennes pour nos membres. Donc, vous avez toujours le programme d'aide aux membres, les informations sur le COVID aussi, des informations pour les familles, les centres pour l'inconduite sexuelle, par exemple. Ce sont tous des numéros importants, entre autres pour aussi prévention du suicide, le 1-866-APPEL qu'on a ici justement au Québec. Toutes des bonnes informations, toutes des bonnes ressources en cette période peut-être un peu plus difficile. Parfois, on a besoin de savoir où aller chercher ça. Donc, vous avez toujours à la fin de chacune de nos présentations, ces informations-là. Et puis, ce que Max disait, c'est que la semaine prochaine, juste pour donner un petit aperçu, ça va être, on va parler justement des gras, du sucre et du sodium. Donc, comment faire justement des meilleurs choix, de parler justement de choisir les bons gras, de parler du sucre aussi. Donc, c'est mardi prochain, le 9 juin, à 10 h. Et puis, je pense que Maxime nous a mis
Dans le chat. Oui. Oui, effectivement, dans le chat, j'ai déjà mis le lien d'inscription. Donc, si vous voulez déjà vous inscrire tout de suite, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Et j'ai également mis nos 2 questions habituelles de fin de webinaire. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui ont répondu. Ce serait fort apprécié que vous répondiez à ces 2 questions-là avant de quitter la salle de classe. Ouais, je vais remettre ma caméra aussi. C'est on vit dans une drôle de période, mais aussi par rapport à la température, je me vois avec ma petite veste que j'ai dû aller chercher. La semaine passée, je pense qu'il faisait à peu près 32 degrés dans mon bureau. Puis là, aujourd'hui, il fait 19. Là, c'est pas chaud. Ouais. Effectivement, météo en dents de Ouais. scie. Donc, ça conclut pour nous deux. Merci beaucoup, Marie-France. Toujours bien agréable qu'on puisse offrir ça à 2. Merci à tout le monde de votre participation, vos commentaires également. S'il y en a qui veulent demeurer en ligne, qui ont des questions à nous écrire, ça va nous faire plaisir de prendre quelques moments pour vous répondre. Puis on va se revoir la semaine prochaine. Alors, ça va vite. Bonne journée tout le monde. Oui, ça va très vite. Bonne journée à tout le monde. Et je le répète, s'il y en a qui ont des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. On va attendre quelques instants. Bonne journée, José. Quelques personnes en ligne. Merci, Simone. Donc, ceux et celles qui sont toujours là, est-ce que vous avez des questions en particulier que vous aimeriez qu'on vous adresse, qu'on vous réponde? Il y a encore 5 personnes là, qui sont toujours à l'écoute. Mm-hmm. On est à 4. On est revenu à 5. OK, ben Max, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, encore une fois, bonne semaine à tout le monde et puis on se revoit la semaine prochaine. Exactement. Merci beaucoup. Bye bye à tous.